20h, bienvenue à tous pour l'actualité sur RTI 1. À la une, ce 18 février, la participation du chef de l'État au 6e sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles. Comme une quarantaine de chefs d'État, le président Alassane Ouattara participe à ces travaux qui visent à intensifier les investissements sur le continent tout en tenant compte des défis mondiaux. Sur place dans la capitale belge, après sa rencontre avec la société civile belge, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est entretenue aujourd'hui avec des parlementaires européens. Les discussions ont porté sur la lutte contre le travail des enfants en terre ivoirienne. Politique de logements sociaux en Côte d'Ivoire, le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a été reçu par le Premier ministre Patrick Hachi. La BADEA réaffirme son soutien à la Côte d'Ivoire dans ce secteur stratégique. Mon enfant apprend mieux à l'école, un projet qui arrive à relever le taux de scolarisation dans le Bounkani, le cas de 2 villages où il produit de bons résultats dans le dossier Vidici. Bonsoir à tous, nous démarrons à Bruxelles. Le président ivoirien y prend une part active aux travaux du sommet Union africaine-Union européenne. Les échanges visent notamment à renouveler et à approfondir le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Chiram Kofi Abolin. Ils sont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains, au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réunis à Bruxelles aux côtés de plusieurs dirigeants des pays d'Europe dans le cadre du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Un sommet sur 2 jours, les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. Des tables rondes thématiques pour marquer l'ouverture des travaux. On retient celle consacrée au financement de la croissance. Cette table ronde a été coprésidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et les présidents français Emmanuel Macron, sénégalais Macky Sall, ainsi que le président du Conseil italien Mario Draghi. C'est l'occasion pour le président ivoirien Alassane Ouattara de souligner que dans un paysage financier international marqué par un resserrement des conditions, la grande partie des ressources nécessaires au financement du développement des États devrait être mobilisée essentiellement auprès du secteur privé. Ce 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne s'est donné comme objectif de faire le point de la coopération entre les 2 espaces économiques, avec surtout le lancement de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'Afrique, intitulée Global Gateway. Cela en vue de l'intensification des investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation. En marge des travaux de ce sommet intercontinent, le président Alassane Ouattara a échangé aujourd'hui avec le président de la Banque européenne d'investissement. Les excellentes relations et le renforcement de la coopération entre la BEI et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la santé et du changement climatique, ont été au centre des échanges. Mama Traoré. Cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a permis au patron de la Banque européenne d'investissement de faire le point sur les interventions de son institution en Côte d'Ivoire et surtout d'annoncer au chef de l'État un événement que compte organiser la Banque européenne d'investissement en Côte d'Ivoire cette année. Nous souhaitons davantage investir en Côte d'Ivoire car les conditions s'y prêtent à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la digitalisation ou la vitalité du secteur privé. Nous mettons l'emphase sur les projets liés au réchauffement climatique, car nous souhaitons remplir nos obligations dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Je crois que la Côte d'Ivoire est un partenaire idéal pour y parvenir. La Côte d'Ivoire est particulièrement importante pour nous. Non seulement nous avons un bureau à Abidjan, mais nous organisons cette année en partenariat avec la BAD le sommet finance en commun en Côte d'Ivoire. La Banque européenne d'investissement est l'institution de financement de l'Union européenne. Elle est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, notamment pour le financement de l'action en faveur du climat.
Sur place à Bruxelles, la première dame de Côte d'Ivoire s'est entretenue avec des parlementaires européens. C'est en sa qualité de présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants que Dominique Ouattara a échangé avec la vice-présidente de la commission développement et la commissaire à la justice et au marché intérieur. Le point de ces échanges avec Mahama Traoré. Accompagnée des ministres en charge des eaux et forêts et de la protection sociale, la première dame Dominique Ouattara a échangé avec la vice-présidente de la commission développement du Parlement européen, Dr Pierrette Herzberger Fofana. Pendant plus d'une heure de temps, les deux parties ont épluché les problématiques liées à la politique forestière en Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire dans tous ces domaines ont été portés à la connaissance de la parlementaire européenne. Parfois, nous préparons ici des sujets, nous discutons et on ne tient pas compte de certains paramètres parce que lorsqu'on parle de la déforestation, sans tenir compte des problèmes sociaux que l'on pourrait provoquer sans le vouloir, alors que nous sommes bien intentionnés ici en Europe lorsqu'on prépare tous ces sujets-là. Et c'était assez intéressant de savoir que si seulement on pouvait doubler la part que les agriculteurs reçoivent de 5% à 10%, que la lutte contre la pauvreté, en fait, serait réussie. Saisissant une fois de plus cette occasion, Dominique Ouattara a plaidé la cause de la Côte d'Ivoire dans son combat pour l'élimination du travail des enfants. Je pense que mon message a été entendu et nous avons rencontré donc Madame la parlementaire qui a été très sensible au message, notamment au message de la rémunération des paysans. Et en tant que parlementaire européenne, elle va essayer de nous faire passer, si c'est possible, des lois pour garantir le travail de nos paysans. Et ça, c'était très, très important. Et je la remercie d'être venue à notre rencontre. Avant cette rencontre, la première dame a échangé avec les commissaires européens à la justice et au marché intérieur. Tous ont été invités à visiter la Côte d'Ivoire pour s'enquérir des réalités en matière de lutte contre le travail des enfants. Sur le sol ivoirien, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique réaffirme son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire, notamment dans la mise en œuvre de sa politique de logements sociaux. Le directeur général de la BADEA a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi. Alexis Ouedraogo. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, finance les économies des pays arabes et africains à travers son fonds pour le développement. Ce vendredi à la primature, elle s'est engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son programme de logements sociaux. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique accompagnera le gouvernement pour la mise en œuvre des engagements de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, en matière de logements sociaux. Donc des ressources conséquentes seront mobilisées par la Banque, mais aussi par ses autres partenaires du groupe de coordination arabe des institutions financières arabes. Le directeur général a aussi félicité les autorités ivoiriennes pour la relance vigoureuse de l'économie au lendemain de la pandémie à coronavirus. À leur suite, le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience au secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique qui organise en mai prochain au Kenya le 9e sommet d'Africity. Les Africains doivent s'échanger entre eux pour inventer le modèle de développement qui leur convient. Et il faut commencer par le niveau local, parce que le développement est local ou n'est pas. Il faut avoir un modèle plus économe en carbone, plus soucieux de l'équilibre entre les êtres humains et les autres espèces dans la nature, et plus soucieux de relocalisation des activités économiques au plus près des producteurs et des consommateurs. Et quelque part, c'est la discussion de base qu'on aura à Africité, à Kisumu. Autour du thème, le rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le sommet prévoit le renouvellement de ces instances. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières renforcent leurs capacités sur les budgets programmes de contrôle de la performance. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption vient ainsi leur donner des armes pour être beaucoup plus efficaces. Kader Sogodogo.
Budget, programme et contrôle de la performance. C'est le thème de la formation destinée aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Très bon séminaire. Nous avons apprécié les travaux de ce séminaire. Nous comptons demander encore plus parce que chaque fois que nous sommes formés, nous arrivons à poser des questions beaucoup plus pertinentes et importantes. Et je crois que tout ça est pour le bien du gouvernement, donc pour le bien de la population ivoirienne que nous représentons. Cela nous permettra aussi d'être plus incisifs et plus pointus, plus constructifs surtout lors du passage à l'Assemblée nationale des différents ministres. La formation a duré 5 jours et était l'affaire du Centre international de management en expertise financière, CIMEF. Le budget programme revu en long et en large pour le grand bonheur de l'Assemblée nationale. L'objectif, c'était de les outiller au contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire lorsque un ministre se présente à eux pour présenter son budget annuel, comment est-ce qu'ils doivent le comprendre et mieux le contrôler. J'ose espérer que nous ferons bon usage des compétences nouvellement acquises au cours de notre prochaine session et des futures lois de finances. Cette formation a été rendue possible par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, financée par la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. 20h11, faisons le point chiffré concernant la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce 18 février. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui 31 nouveaux cas de Covid-19 sur le sol ivoirien, 31 personnes officiellement déclarées guéries et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour un total de 81 322 cas confirmés, 79 129 personnes guéries et 1393 cas de Covid-19 toujours actifs. On s'intéresse au secteur de la fonction publique. Les acteurs impliqués dans l'organisation des concours administratifs se sont retrouvés pour dresser un bilan de la session 2021. Un point de l'organisation du concours d'entrée à l'ENA pour l'année 2022 a aussi été fait. Grâce Kando. Bilan jugé satisfaisant. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan des concours administratifs session 2021. Des résultats à mettre à l'actif des innovations initiées par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Tous les concours qui ont été programmés ont été effectivement organisés et les choses se sont bien déroulées parce que dans l'ensemble, on n'a pas eu d'incident. Tous les acteurs ont joué leur partition de manière efficace, conformément donc à un protocole qui avait été arrêté par le ministère de la fonction publique. Donc vraiment, du point de vue du bilan, qu'il soit quantitatif ou qualitatif, nous, au niveau de la coordination nationale, nous sommes satisfaits. Pour la ministre Anne Ouloto, les concours de la fonction publique doivent se faire dans un environnement transparent et rassurant. Ces concours exigent de nous professionnalisme et efficacité. Nous devons également nous souvenir de la nécessité de rendre crédibles les résultats de ces concours-là, de les rendre sincères. Du côté de l'École nationale d'administration, l'on enregistre également de bons points dans l'organisation des concours d'entrée en 2022 à l'ENA. Nous avons gagné en efficacité avec l'introduction de la feuille de copie des anonymés. Nous avons également opéré des innovations pour l'organisation des correcteurs, pour l'organisation des secrétariats, pour l'organisation des surveillants également, ce qui nous a permis de faire un très bon travail cette année. Certes, des performances enregistrées, mais des propositions sont faites pour améliorer l'organisation des concours administratifs de la fonction publique et d'entrée à l'ENA. Sur la question, des correctifs seront apportés. Il est important qu'à l'issue de ce bilan, nous soyons capables de proposer des éléments nouveaux, pertinents, n'est-ce pas, ambitieux également, qui favoriseront ce climat de confiance entre
nos populations et l'administration devons agir avec responsabilité dans l'intérêt général. Pour 2022, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'engage sous le triptyque équité, transparence et célérité. Pour ce faire, la ministre Annou Lotto compte transmettre au Premier ministre toutes les propositions relatives à la bonne tenue de ces concours. Mon enfant apprend mieux à l'école. C'est un projet qui porte ses fruits dans la région du Bunkani. Les 2 villages où il a été mis en place ont vu leur taux de scolarisation et de maintien à l'école nettement amélioré. En quoi consiste ce projet? Comment est-il mis en œuvre et quels sont concrètement ses résultats? Le dossier Vie d'ici, réalisé par Eugène Atoubé, nous propose des réponses. Le trait oblique, on ajoute le rond et on ajoute la canne 2. La scène se passe dans une salle de classe à l'école primaire de Farako, village de la sous-préfecture de Nassien. Ce matin, l'activité porte sur la formation des lettres de l'alphabet. La canne 2, le trait oblique. Un bon poème. Qui va venir faire encore? Les apprenants ont entre 2 et 5 ans. Tout de l'effectif du décor intérieur comme extérieur et de l'enseignement indique que nous sommes au préscolaire. Cette classe et les 2 autres que compte l'école de Farako sont pour les parents d'élèves de cette localité un soulagement. Dans les débuts, ça n'allait pas. Parce que les enfants qui quittent à la maison pour venir au pré-primaire, ils n'arrivaient pas à s'exprimer en français. Il y a eu assez d'amélioration. Ça va, ils arrivent à attraper le stylo. La craie, ils arrivent à tourner leur voix, ils arrivent à écrire, ils arrivent à s'exprimer librement. À Farako, pourtant, on ne parle pas de préscolaire, mais de pré-primaire, selon l'esprit PAPS, pour désigner les classes de maternelle. Une pré-primaire en expérimentation, dont l'existence quelques années plus tôt était inimaginable pour les populations de Farako. Farako, village pilote du projet, et nombreuses localités du département de Nassien, comme toute la région du Bunkani du reste, ont fait d'énormes progrès en matière de scolarisation. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les parents sont pleinement impliqués dans l'action éducative. Nous, les jeunes, on est là, on anime le projet, on encadre des enfants. Ensuite de suite, l'année prochaine, ils vont au maternel. On continue de leur dire de jouer leur partition. Quand tu t'assois à côté de l'enfant et tu lui dis il faut lire, même tu ne comprends pas, ta présence là, ça peut le pousser à agir. À force de répéter, il prend l'habitude d'étudier. On continue d'expliquer aux parents le bien fondé de l'école. Direction Gansé, un autre village dans le département de Nassien. L'école est une fierté pour les populations. Le projet d'amélioration des services éducatifs PAPS y a construit un bâtiment de 3 classes, CP1, CP2 et CE1, des classes auxquelles s'ajoute une école maternelle. Les parents d'élèves de Gansé font preuve d'engagement pour la bonne marche de l'école dans le village. C'est nous-mêmes qui aident les enfants pour aller à l'école. On s'en va chercher leur maman. Il ne faut pas que les enfants restent au village. Je me suis engagé à encourager mes collaborateurs à faire mieux, à s'engager, parce que le projet « Mon enfant apprend mieux à l'école » nous a mis en mission pour que ce projet puisse réussir. L'enfant qui est à la maison doit apprendre à lire à haute voix, comme il le fait en classe. Même si le père ne sait pas lire, mais il écoute l'enfant en train de lire. Et toujours, chaque jour, quotidiennement, l'enfant vient de lire. Le projet PAPS, dans son approche, permet un meilleur apprentissage de l'enfant, autant mathématiques qu'en lecture-écriture. Il y a aussi les feux de mouche. Bientôt, les villageois mettront fin à cette pratique. Aujourd'hui, on part de la lettre son pour arriver au mot-clé, et ainsi de suite. On fait une lecture syllabique. Ça a permis beaucoup d'avoir un grand nombre d'élèves qui savent lire. Il y a des techniques que le projet a envoyées qui permettent aux enfants de calculer plus facilement. L'année dernière déjà, l'école primaire de Gansé avait été classée 2e au plan régional.
Les résultats de l'abnégation au travail des enseignants, motivés par la chaîne d'encadrement et à cœur d'amener les enfants à un apprentissage rapide, sanctionnés par leur parfaite maîtrise des mathématiques et de la lecture-écriture, respectivement par les méthodes du déchiffrable et du décodable. Gansé, un an auparavant, était deuxième. Gansé a progressé. Cette année, Gansé occupe la première place. La chaîne d'encadrement et notamment les conseillers pédagogiques ont fait un travail énorme. Ils se sont appropriés tout ce qu'on leur a dit concernant ce projet-là. Et on atteint ces résultats-là. Donc un travail remarquable de ce conseiller-là. Un travail également remarquable des enseignants. Désormais, l'école primaire de ce village devient une référence dans l'inspection primaire de Nassian, chef-lieu de sous-préfecture. Du coup, toutes les écoles de cette circonscription éducative rêvent d'être touchées par le projet. Mon enfant apprend mieux à l'école. Pour autant, les résultats obtenus à ce jour sont en deçà des objectifs du projet. 50% indique l'inspecteur de Nassian contre 80% d'enfants qui savent lire et écrire convenablement selon les prévisions du PAPS. Le dossier Vidici est consacré ce soir à la scolarisation des enfants et c'est aussi un facteur qui facilite l'autonomisation des femmes car une fois les tout-petits à l'école, elles se consacrent plus facilement à leurs activités génératrices de revenus. Dans la commune de Yopougon, les femmes commerçantes se sont mises ensemble pour une plus grande portée de leurs activités et elles bénéficient d'ailleurs grâce à cela de financement. Godfrey Kambawa. Elles sont issues des différentes associations de commerçantes de la commune de Yopougon. Ces femmes qui, pour la plupart, exercent dans le vivrier, connaissent une amélioration dans leurs activités. Un changement de leurs conditions de vie dû aux actions initiées par les autorités municipales. Financement de projets des coopératives de vivriers, construction et extension de plusieurs marchés. Des initiatives qui participent à leur autonomisation. Les constructions des marchés, le marché de gros surtout des vivriers qui sera construit bientôt, et le marché des camps militaires qui est déjà propre, le marché des vendeuses de poissons et de porcs qui est déjà propre, le marché de tresseuses et de coiffeuses qui est déjà propre. Vraiment, nous sommes émus de ces actions. La mairie de Yopougon apportera toujours son soutien aux populations et particulièrement aux femmes, rassure le premier adjoint au maire. Issoufou Koulibaly engage ces femmes à être des actrices de paix et de développement. C'est des femmes qui participent au développement économique de la commune. Et cela ne peut qu'amener le ministre d'État Kafana à prendre conscience qu'il faut faire davantage pour ces femmes parce que nous avons affaire à des femmes qui ont reconnu le travail qu'il a fait, qu'il est important que le ministre d'État, en retour, en fonction de cette reconnaissance, puisse faire le retour de l'ascenseur. Plus de 30 000 femmes exercent leur commerce dans les marchés de la commune de Yopougon. Elles entendent diversifier leurs activités, des actions qui participeront sans doute à leur autonomie. Le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle a fait sa rentrée solennelle. De nouvelles orientations ont été annoncées pour la valorisation des acteurs de l'industrie culturelle ivoirienne pour cette année 2022. Jean-Marc Djadji. Interprétation des classiques de la musique ivoirienne à la salle Ernesto Djedje du Palais de la Culture de Treichville. Une belle ambiance offerte par l'orchestre de l'INSAC pour célébrer la rentrée solennelle 2022 du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Une occasion pour faire le bilan des activités de l'année précédente et de se projeter dans l'avenir. Faire de l'industrie culturelle et créative un moyen de répondre aux besoins d'équité sociale et d'efficacité économique en Côte d'Ivoire. Une initiative étatique pour l'année 2022 qui s'inscrit dans les objectifs de l'UNESCO. Je vais rappeler que votre vision est tout à fait en phase avec celle de l'Union africaine et celle des Nations Unies, parce que l'année dernière, vous le savez, était une année de l'Union africaine consacrée aux arts, à la culture, au patrimoine. Et au niveau des Nations Unies, c'était l'année internationale de l'économie créative. Les 5 sites déclarés patrimoine mondiaux de l'UNESCO, les réformes réalisées au niveau de la politique des droits d'auteur et le financement des projets artistiques sont, entre autres, les actions du gouvernement au profit de l'action culturelle.
ouverture de plusieurs bureaux urbains pour accroître le maillage initié par le Burida sur l'ensemble du territoire, au niveau du soutien à la production, à la promotion et à la distribution, des acteurs culturels de différentes disciplines artistiques ont reçu l'accompagnement du Fonds de soutien à la culture et à la création artistique. 87 acteurs culturels ont été élevés au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers de l'ordre du mérite culturel. Les directions régionales et services rattachés du ministère de tutelle ont été équipés lors de cette cérémonie en matériel roulant pour la promotion de l'industrie des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire. Du 18 au 1er mai prochain, le 41e Popo Carnaval de Bonois va réunir du beau monde dans la région du Sud Comoé. Comme chaque année, les atouts culturels et touristiques vont être mis en exergue avec un accent particulier pour cette édition sur le développement et la paix. Isaïo. Top départ du Popo Carnaval 2022 de Bonois. Diversité culturelle, développement culturel et réconciliation sont au menu de cette 41e édition, dont le lancement a eu lieu à Abidjan, au plateau. Nous vivons avec des communautés et il faut qu'au cours de ce festival, nous les permettions de s'exprimer aussi. Et cela va permettre que les uns et les autres sachent que Bonois ne vit pas renfermé sur lui-même, mais que toutes les populations qui y vivent peuvent participer activement à ce grand festival qui est le Popo Carnaval. Le Popo Carnaval est une occasion pour le peuple abouré et ivé de Bonois de s'ouvrir à d'autres cultures et de favoriser le dialogue interculturel. Pour les cadres, tenir le rendez-vous de son organisation est un impératif. Le Popo Carnaval est véritablement le porte-flambeau des cérémonies, des activités culturelles de cette grande région du Sud Comoé. Ce carnaval, sans nul doute, est devenu une véritable institution dans le paysage culturel de notre pays. De nombreuses personnalités saluent la longévité du festival. À force de travail, d'abnégation, le Popo Carnaval s'est offert une longévité, signe d'une mutualisation d'efforts et d'une synergie d'actions opérées par les différents commissariats qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Je voudrais à cet égard rassurer les membres du comité d'organisation et le commissariat de la disponibilité institutionnelle du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle à accompagner, à soutenir matériellement et techniquement cette édition de 2022. La 41e édition du Popo Carnaval est prévue du 18 avril au 1er mai 2022 à Bonois. Un mot de sport dans ce journal avec le comité d'organisation de la CAN 2023 qui est en plein préparatif. Une rencontre de 2 jours des différents acteurs concernés aura permis de plancher de façon approfondie sur l'organisation de la rencontre footballistique africaine. Salif Ouattara. À 18 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit se dérouler en terre ivoirienne, François Albert Amicha, président du comité d'organisation de la CAN 2023 et ses collaborateurs réfléchissent afin de rendre plus dynamique le COCAN ivoirien. Le point central de cette journée de réflexion a été le récent séjour de certains membres du COCAN au Cameroun. Une immersion qui a permis à François Albert Amicha et ses collaborateurs de se faire une idée de l'organisation pratique de la compétition, la sécurité des sites, l'accueil et l'hébergement des délégations, le dispositif aux alentours des stades, autant de sujets qui ont permis à l'assistance, composée essentiellement du personnel du COCAN, de mieux appréhender la tâche qui les attend. Nous avons pu procéder au recrutement d'un sous-directeur des marchés publics, d'un chef de département, de 17 chefs projets, de 6 chargés de mission projet, de 7 assistants projet, de 3 chargés d'études, de 3 assistants comptables. À ceux et celles qui nous ont rejoints ces derniers mois et ces dernières semaines, je voudrais leur adresser mes chaleureuses félicitations et leur souhaiter la bienvenue au COCAN 2023.
Les droits marketing, l'installation de comités locaux d'organisation dans les autres villes hautes, la présence du COCAN sur les réseaux sociaux sont des points qui ont été abordés lors de ce séminaire. Un chronogramme a été établi afin de permettre au COCAN d'être plus attractif sur le terrain. De quoi refléter le thème définitif de la compétition qui s'intitule CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Dans l'actualité internationale, Bamako demande ce vendredi à la France de retirer sans délai ses soldats du territoire malien. Une réaction qui intervient au lendemain de l'annonce par le président français d'un retrait échelonné de ses soldats sur les prochains mois. Le colonel Abdoulaye Maïga a aussitôt qualifié cette annonce du désengagement français de violation flagrante des accords entre les deux pays. Selon lui, les résultats de 9 années d'engagement français au Mali n'ont pas été satisfaisants. En conclusion, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer dans l'immédiat les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Quelques 2400 militaires français sont déployés au Mali. Leur désengagement, le démantèlement de leurs bases et l'évacuation des matériels est un chantier colossal et également dangereux. La France a donc répondu qu'elle se retirera en bon ordre et ne transigera pas une seconde sur la sécurité de ses soldats. Et c'est tout pour ce soir. Restez connectés à l'information via rti.info. Prochain journal à 23h avec Régis Kofi. Et demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Très bon week-end à tous et à lundi.